J'étais reçu dans tous les cercles par Jacques Attali ou d'autres, et j'aurais tout à fait pu finir secrétaire d'État chez Macron, au cœur de la dictature Covid, vaccinale. Ça, Au cœur, je dis, écoutez, on ne peut pas faire confiance à Pfizer, c'est une société multicondamnée, plus de 6 milliards d'amendes cumulées, ces gens ont tué des personnes, ces gens ont pratiqué le charlatanisme, on accuse soi-disant Raoult d'être un charlatan, eux ont été condamnés pour charlatanisme pour de vrai. Raoult n'a jamais été condamné pour charlatanisme, ni même mis en examen, quoi que ce soit. Bon. Eh bien, à ce moment-là, ça... Vous recevoir, d'abord parce que on se connaît, on va pas se raconter des histoires, au contraire, on va raconter de vraies histoires et de bonnes histoires. Parce qu'au fond, moi, ce qui me plaît chez vous, entre autres, c'est que certains vous vilipendent et d'autres vous adorent. Et vous savez, ce que Baudelaire appelait le plaisir aristocratique de déplaire, c'est très très important d'avoir cette vertu. Et je trouve qu'on se connaît au nombre de ses amis, mais aussi au nombre de ceux qui ne vous aiment pas, et ça fait partie. Pourquoi? Parce que vous sortez des passages floutés, vous sortez en hors norme, on vous le reproche, mais qu'est-ce que c'est bien? Et je ne vais pas accabler de citations, mais je rappellerai cette phrase merveilleuse de Cocteau: ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Donc vous, alors, vous avez fait master, je dis, en géopolitique internationale à l'école à Normal Sud. Oui, à Normal Sud, c'était en bio. Ouais. C'est ça. Et l'université Paris-Saclay, doctorat en littérature. Strasbourg, ouais. Je veux pas revenir là-dessus, c'est Strasbourg littérature et Paris-Saclay. Alors je me sais pas Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est en sciences cognitives. À Polytechnique. Bon. D'accord. Alors Mais ça, c'est la bureaucratie française. Malheureusement, ça fait que c'est même voilà, je suis obligé. Il y a aucune honte à pas avoir mis les briques dans l'ordre, parce qu'honnêtement, avec les doubles triples affiliations maintenant, on pourrait limite en reparler. L'université française, c'est devenu l'auberge espagnole. Et alors, moi, je voudrais juste parler de ça parce qu'on parle des études, on parle des diplômes. Et rappelez-vous qu'un certain, je ne m'appelle plus, enfin, un fact-checker, un de ces fact-checkers, on va reparler de tout ça tranquillement. Mais à un moment donné, vous avez été attaqué, notamment à l'Express et à Libération. On disait oui, Idriss Aberkane, il dit qu'il a tel ou tel diplôme, sciences cognitives et autres. En fait, c'est pas vrai du tout. Et vous avez répliqué, et d'ailleurs vous avez gagné. Enfin, je crois oui, non, mais en fait, ce qui se trouve, c'est que déjà, je suis le seul chercheur de France à avoir publié tous mes diplômes depuis 2016. Hein. Et ça, c'est un fait qui les accable. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'est pas repris sur Wikipédia. Wikipédia n'indique surtout pas que je suis le seul chercheur de France à avoir publié la photocopie de chacun de ces diplômes sur son site. C'est toujours disponible, idrissaberkane.org. Rien n'a changé, pas une virgule. Mais en effet, dans le cas de l'Express, là, je donne juste les actualités judiciaires. Ils sont renvoyés 2 fois en correctionnel. Bon. Alain Veil, patron de l'Express, Alix L'Hôpital, comment il s'appelle, Victor Garcia, 2 fois en correctionnel. Il pourrait être renvoyé une 3e fois. Bon, il faut le faire. Mais c'est quoi, enfin, à ce niveau-là, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez, vous gêniez, pourquoi, à votre avis? Mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire 3 doctorats déjà. J'avais 3 doctorats à 29 ans, je les ai toujours d'ailleurs. 3 doctorats à 29 ans, dont un de l'école polytechnique, ce qui a énormément gêné. L'école polytechnique, on peut revendiquer ses diplômes tant qu'on est dans le sens du pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais alors, revendiquer des diplômes de l'école polytechnique quand on va s'opposer à Macron, quand on va défendre Didier Raoult, ah, surtout pas, attention, on est entre gens de bonne compagnie. Donc là, ils ont tout fait pour essayer de dire non, en fait, il est jamais passé par chez nous. Alors, c'était assez marrant, il est jamais passé par chez nous, puis ensuite, il est passé par chez nous, mais c'est Paris-Saclay qui a remis le diplôme, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Polytechnique n'avait pas le droit de remettre des doctorats, il aurait été reconnu qu'il n'avait plus le niveau pour en remettre, c'est de leur faute, c'est pas de la mienne. Mais bon, c'était préparé à l'école polytechnique. Puis après, ils ont dit, non, mais en fait, il est bien passé chez nous, mais alors, on va inventer qu'il a plagié sa thèse. Bon, c'est allé nulle part, mais ils ont tenté, l'Express l'a repris, évidemment, parce que quand on veut du fumier, on va à la porcherie, c'est normal. Et au fond, ça a toujours fait pchit, il n'y a rien, il n'y a même pas eu de procédure disciplinaire contre moi. Jamais on a ouvert la moindre procédure pour me retirer mon diplôme. Mais ce qui est marrant, c'est que Polytechnique ait dit pendant 7 ans, il n'a pas fait son doctorat chez nous, et après ils ont dit, on va le lui retirer. Bon, c'était aussi faux l'un que l'autre. Mais par contre, là où ça fait mal, c'est pas à moi, c'est à la crédibilité des facs françaises. Parce que le doctorat que j'ai fait à Polytechnique a été le plus lu de l'histoire de Polytechnique. C'était quoi? Donc c'était un doctorat en neuroergonomie, je m'intéressais aux interfaces homme-machine, en gros comment mieux afficher la connaissance sur ordinateur, c'était ça le sujet. Donc c'était un doctorat de sciences cognitives, co-inscrit en gestion. Alors on m'a tout fait, on m'a dit, regardez, il est que en gestion, parce que le labo où j'étais en sciences cognitives a été fermé entre-temps, donc ils m'ont administrativement mis en gestion. Ils ont cherché des poux dans la mais c'était des trucs incroyables, et le problème, c'est en tout cas, c'est pas tant à moi que ça cause du tort, que à eux, parce que je suis suivi
cross-réseau par 2 millions de personnes. Donc il y a 2 millions de personnes, en particulier beaucoup de personnes d'origine maghrébine, mais qui m'ont dit, mais nous, jamais on va aller à Polytechnique. Il y a plein de Marocains qui vont à Polytechnique, enfin qui allaient. Il y a plein de Marocains qui sont d'ailleurs très bons en maths. Le programme de maths du Maroc est devenu excellent. L'Algérie est très bonne aussi maintenant, mais pour les concours, à une époque, pour les Marocains, c'était bien d'aller à Polytechnique. Mais il y en a plein qui n'y vont plus, qui disent, et à cause de cette affaire, ils me l'ont confirmé. Ils m'ont dit, ben non, nous on vise pas Polytechnique, on a vu ce qu'ils t'ont fait, on a vu que c'est pas des gens sérieux, quitte à travailler, autant aller au MIT, autant aller à Stanford. Je leur ai dit, pas moi qui vais vous donner tort. Donc, honnêtement, le tromblon leur a pété à la figure. Hein. Moi, ça m'a... Alors, qu'est-ce qui a fait que, justement, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait que vous auriez pu aussi aller, allez, je vais suivre les chemins balisés, je vais suivre les bons poteaux de signalisation, je vais suivre les codes, et après tout, comme ça, je vais faire carrière. Qu'est-ce qui a fait que, en fait, vous n'avez pas envie, vous n'avez jamais eu envie de faire carrière, ce qu'on appelle, ou pas, franchement? Bah, ça aurait peut-être au début fait plaisir à ma famille, mais moi je veux être authentique et fidèle à mes héros. Bon. Un de mes héros, c'est Richard Francis Burton. Vous parliez là du plaisir aristocratique de déplaire. Oui. Burton, c'était ça. Enfin, il piétinait les géraniums d'Oxford avec son cheval. Il a même pas eu son diplôme d'Oxford. Il s'est barré. Il a dit à un chapelain. Je suis fier d'avoir rempli tous les péchés du décalogue. Enfin, c'est un insolent. Et je préfère être insolent. Ouais. Donc, oui, il y a une époque, Coverboy, 2 fois la couverture du Point, plusieurs magazines. J'étais reçu dans tous les cercles par Jacques Attali ou d'autres. Et j'aurais tout à fait pu finir secrétaire d'État chez Macron, puisque d'ailleurs par exemple, la République En Marche m'avait contacté. Donc en 2017. Quoi, pour une députation, pour une promotion. On dit regardez, Cédric Villani nous a rejoint, pourquoi pas vous, vous êtes très suivi, etc. J'ai décliné. Et en effet, bah, ça sent quand on voit que, pardonnez-moi, hein, bon, que Sibeth Ndiaye a été secrétaire d'État. Bon, il me semble que j'avais la capacité d'occuper un poste similaire, ou en tout cas, au moins de cette étoffe-là. Maintenant, honnêtement... Et qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, c'est pas vraiment... ça ne m'allait pas, quoi. Et après, évidemment... Là où j'ai vraiment voulu passer le pas, parce que les attaques, en effet, sur mon CV avaient commencé à partir de 2014, elles sont allées un peu crescendo, parce qu'en fait, l'Express a dû m'attaquer quand j'avais commencé à attaquer Pfizer. Là, c'était inévitable. Quand j'ai fait cette vidéo sur ma chaîne, Pfizer, une entreprise qui vous veut du bien, 1 800 000 vues, malgré le shadowban, malgré la censure. 1 800 000 vues, et le service public, 2 ans et demi plus tard, va faire une sous-vidéo de celle-là. En gros, ils vont faire une petite enquête, c'est complément d'enquête. Ils vont faire un petit truc qui est pas bien... Un peu recopier un peu, enfin un peu... En tout cas... Mais votre vidéo à vous, c'était quand? Sur Pfizer. C'était en 2021. 2021. Ouais, donc au cœur de la dictature Covid, vaccinale. Ça, Au cœur, je dis, écoutez, on ne peut pas faire confiance à Pfizer, c'est une société multicondamnée, plus de 6 milliards d'amendes cumulées, ces gens ont tué des personnes, ces gens ont pratiqué le charlatanisme, on accuse soi-disant Raoult d'être un charlatan, eux ont été condamnés pour charlatanisme pour de vrai. Raoult n'a jamais été condamné pour charlatanisme, ni même mis en examen, quoi que ce soit. Bon. Eh bien, à ce moment-là, ça a été le blitz, c'est-à-dire que, en particulier le groupe Altis à l'époque, donc l'Express, Libération, etc., BFM TV, l'Express, Libération. Le groupe Altis c'était instruction. Il fallait faire publication sur... Et encore une fois, mal leur en a pris, parce qu'une fois, par exemple, donc un groupe j'ai envie de dire, de pseudo-journalistes de l'Express, parce que ça s'est vu, ont voulu m'interviewer, j'aurais dit, mais il n'y a pas de problème, on enregistre l'interview. Ouais. Bon, ils se sont fait humilier, ça a tourné sur Internet, c'était horrible. Honnêtement, par décence, je l'ai pas publié sur ma chaîne. J'ai hésité, j'ai remis l'enregistrement à Xavier Azelbert. Je lui ai dit, t'en fais ce que tu veux. Bon, mais sur ma chaîne YouTube, je me suis dit, les pauvres, là... Et donc, vous voulez dire que la chose a commencé un peu... Pour vous, ça s'est aggravé à ce moment-là. Ouais. Par rapport au mainstream, par rapport, je veux dire, aux allées bien tracées. 2019-2021, ouais, c'est ça. Fin 2019-2021, là, vraiment... On est dans le tir nourri, quoi. C'était tout le temps. Un peu comme ce que l'Express avait tenté de faire avec vous, le complotisme, à micro ouvert. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que je l'ai expliqué dans beaucoup d'interviews, mais on le voit vraiment, puisqu'aux États-Unis, le mot complotiste est devenu littéralement un compliment. Oui, tout à fait. Et dans l'administration Trump, etc., on voit que je suis fier d'être complotiste. Mais vraiment, et je rappelle que c'est pas nouveau dans l'histoire. Moi, je m'intéresse énormément à l'épistémologie, et il se trouve qu'il y a
Polytechnique, j'étais inscrit au CREA, le Centre de recherche en épistémologie appliquée, qui était d'ailleurs sur l'ancien site de Polytechnique, sur la montagne Sainte-Geneviève. L'épistémologie me fascine, et quand on fait de l'épistémologie, on sait que des cas d'épithètes négatifs qui sont devenus positifs, il y en a plein dans l'histoire. L'art gothique, l'impressionnisme, Daft Punk, Big Bang, tout ça c'était des insultes. Gothique, c'était une insulte de Vasari. Impressionniste, c'était une insulte des critiques de l'époque. Big Bang, c'était une insulte de Fred Hoyle contre l'abbé Lemaître qui avait inventé la théorie. Dada, c'était considéré comme rien du tout. C'est un mouvement d'art. On dit dadaïsme. Donc, à chaque fois, on voit cette espèce de judo qui est capable d'être fait. Et encore une fois, Daft Punk, là aussi, c'était donc des critiques, un critique anglais qui avait dit, mais cette musique, c'est de la racaille attardée. C'est ça que ça veut dire. Daft Punk, racaille attardée. Et ben, ils se sont dit, mais c'est génial, ça. On va s'appeler racaille attardée. Et boum, ils ont fait cette. On va le glorifier. Donc, le mot complotiste aujourd'hui est exactement dans la même voie, et malheureusement, les terroristes intellectuels qui ont tenté de l'utiliser pour condamner certaines personnes à la mort sociale, ça là aussi, c'est la pétoire qui leur pète à la tronche. Mais alors justement, Idriss Aberkane, c'est intéressant, restons un peu là-dessus, parce que ça a été un de vos combats, et vous n'êtes pas le seul, mais ça a été très remarquable. Aujourd'hui, avec le recul, on est en fin 2024, qu'est-ce que vous retenez de cette espèce d'extraordinaire séquence qu'on a vécue d'ingénierie sociale, de management par la peur, etc. Qu'est-ce que vous en retenez ? Il faut des gens de caractère. Ça, c'est quelque chose que l'on sait en psychologie, avec l'expérience de la prison de Stanford, l'expérience de Solomon Asch sur la conformité. Donc, l'expérience de la prison de Stanford montre que quand on donne du pouvoir aux gens, ils en abusent, gratuitement. En gros, on donne une matraque à des gens, ils vont taper sur des innocents juste pour le plaisir d'utiliser la matraque. Surtout s'ils savent qu'il y a impunité. Exactement. Mais il part du principe qu'il y aura. C'est ça qui est fou. Il part du principe qu'il y aura impunité. L'expérience de Milgram a montré qu'un type en blouse blanche pouvait convaincre la plupart des gens d'électrocuter leur père, leurs semblables. Et puis l'expérience de Solomon Asch montre que la plupart des gens, si le groupe leur dit qu'une ligne fait telle longueur, ils vont changer, mais même parfois s'auto-hypnotiser. Et vous voulez dire que si on leur disait, si on leur disait en pleine crise de confinement et autres, si vous voulez pas mourir, promenez-vous à Cloche-Pied avec une plume dans le fondement, il l'aurait fait. Il l'aurait totalement fait. Ouais. Et on le voit dans tous les régimes dictatoriaux, c'est exactement ça. D'ailleurs, on avait fait une vidéo ensemble sur Sud Radio où je parlais de ça, et elle a fait pas mal de vues, et ça démontrait ce qui se passait. On a cette expérience avec les macareux moines, vous savez, les petits oiseaux. On avait voulu les réintroduire, et donc pour les réintroduire, on plantait des faux macareux en bois sur une tige de métal sur l'île. Et comme on n'allait pas faire deux pattes, on faisait qu'une patte, ouais. Les macareux sont très sociaux comme oiseaux, et ils se sont mis à se poser que sur une patte. Ils voyaient que ces petites figures en bois avec une patte, ils se sont dit tiens, ça doit être la tradition locale. Alors ils se mettaient sur une patte. Et ce phénomène, il est connu, les humains le font, et dans typiquement la dictature soviétique, c'était connu que les gens qui s'étaient conformés stupidement justifiaient parce que c'était pour protéger leur ego. Donc en gros, si on leur disait voilà, se balader avec une plume coloscopique ou bien de faire sauter à cloche-pied n'importe quoi, ils auraient dit mais oui, bien sûr, camarade Popov, le parti a eu raison de nous faire sauter à cloche-pied, c'est très bon pour le cardio, c'est bon pour la souplesse du tendon d'Achille, c'est très bien. Et justifier a posteriori. Et vous pensez que ça a marché très bien? Ah, on le voit. En Europe, en France et ailleurs. Il y a des gens qui se mettaient à justifier a posteriori les pires conneries, les rayons culottes fermées, le café assis, les plages dynamiques, enfin les trucs, même à la fin quand même le CNRS, bon comme d'habitude 2 ans plus tard, hein, bon c'est toujours les résistants de la dernière heure, bon, mais au moins ils ont tenté de résister un peu sur la fin, bon comme complément d'enquête qui résistant de la dernière heure quand tout le monde a fait 2-3 doses, quand même Pfizer c'était des salauds, bon mais ils le disent pas comme ça, Pfizer c'était pas bien, bon moi j'ai dit non Pfizer c'était des salauds, 6 milliards d'amendes, bon eh bien on a vu le CNRS qui a dit oui quand même les mesures Covid imposées par l'État étaient une expérience de conformité sociale à échelle nationale. Ils ont dit ça quand même. Oui, les médias ont une influence puissante sur notre manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. Idriss Aberkane, penseur et vulgarisateur reconnu, met souvent en lumière les mécanismes subtils par lesquels les médias manipulent notre cerveau. L'objectif principal des médias n'est pas uniquement d'informer, mais aussi de capter et de retenir notre attention. Pourquoi ? Parce que notre attention est une ressource précieuse, presque comme une monnaie d'échange dans l'économie numérique actuelle. Plus les médias captent notre attention, plus ils peuvent vendre cette attention aux annonceurs ou renforcer leur influence sur notre perception du monde. Cette manipulation commence par l'utilisation de nos biais cognitifs,
ces raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour comprendre rapidement une situation. L'un des biais les plus exploités est le biais de confirmation. Nous avons tendance à chercher et croire des informations qui confirment ce que nous pensons déjà. Les médias le savent et proposent souvent du contenu qui alimente nos croyances, même au prix de simplification ou de distorsion. Par exemple, une personne ayant peur de l'insécurité sera attirée par des nouvelles catastrophiques, renforçant son anxiété. Ce cercle vicieux est particulièrement dangereux, car il enferme les individus dans des bulles cognitives, où ils ne consomment que des informations conformes à leur vision du monde. Les médias jouent aussi sur nos émotions pour nous influencer. La peur, la colère ou l'indignation sont des émotions très puissantes qui captivent notre attention. Un titre alarmant ou une image choquante provoque une réaction immédiate de notre cerveau, activant notre système de survie. En éveillant constamment ces émotions, les médias nous poussent à cliquer, à partager et à consommer davantage, même si l'information est incomplète ou biaisée. C'est pour cela que les mauvaises nouvelles dominent souvent l'actualité. Les récits positifs, bien qu'importants, n'ont pas le même impact immédiat sur notre cerveau. Un autre outil puissant de manipulation est la répétition. Entendre une information plusieurs fois, même si elle est fausse ou exagérée, finit par la rendre crédible à nos yeux. Notre cerveau, pour économiser de l'énergie, considère qu'une information répétée est plus fiable. Cela explique pourquoi certaines idées ou opinions semblent devenir des vérités absolues après un certain temps, simplement parce qu'elles sont relayées en boucle par les médias. La répétition façonne ainsi notre perception de la réalité, parfois à notre insu. Les algorithmes des réseaux sociaux amplifient encore cette manipulation. Ces systèmes analysent nos comportements, nos clics, nos likes, pour nous proposer du contenu sur mesure, destiné à nous maintenir connectés le plus longtemps possible. Cela crée une bulle de filtre, où nous sommes exposés à des informations qui correspondent uniquement à nos préférences, renforçant nos croyances et nous éloignant de toute remise en question. Pire encore, les algorithmes favorisent les contenus polarisants, car ils génèrent davantage d'interactions, même négatives. Ainsi, les médias et les plateformes sociales deviennent des outils de division, alimentant les conflits et la méfiance entre différents groupes. Idriss Aberkan insiste également sur le rôle du langage dans cette manipulation. Les mots choisis, les tournures de phrases, ou encore l'angle d'un reportage peuvent totalement changer notre perception d'un événement. Par exemple, un même conflit peut être décrit comme une libération ou une invasion, selon les intérêts que le média souhaite défendre. Cette manipulation linguistique, parfois subtile, influence profondément notre manière de juger les faits et de former nos opinions.